Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire un exercice que je propose à mes élèves de BCPST quand on a vu les nombres complexes. Bon, avant ça on a vu les bornes supérieures et les bornes inférieures, donc c'est un exercice qui me permet de leur rappeler tout ça. Et donc c'est des élèves de BCPST à Saint-Louis, mais c'est des notions qui sont utiles dans toutes les prépas maths, en MPSI, en PCSI, à condition que vous ayez au programme la notion de bornes supérieures et inférieures et les nombres complexes, mais je crois que ça c'est dans toutes les prépas. Euh, En première année. Voilà, donc vous pouvez le faire en première année. Et puis en deuxième année aussi, hein, si vous souhaitez réviser. Donc c'est un exercice qui n'est pas si simple. Notamment, il monte en difficulté. La première question est facile, mais les suivantes sont un peu plus compliquées, hein. C'est pour ça que j'ai mis un certain nombre d'étoiles de difficulté. Et comme d'habitude, je vous incite à chercher la solution par vous-même avant de regarder la correction. C'est comme ça que ce sera plus utile pour vous. Et puis moi, c'est parti, je lance la correction. Donc, comme d'habitude, on va lire l'énoncé pour commencer. Alors, on dit soit z un nombre complexe sous forme exponentielle, c'est-à-dire z est égal à r exponentielle iθ. R, donc, c'est le module de z, hein, c'est un nombre réel positif. Et θ, c'est un nombre réel quelconque, c'est un argument. Là, on peut tout de suite remarquer que r et θ sont fixés. Okay, on prend l'ensemble E, qui est l'ensemble des modules de Z plus exponentielle IφI, avec phi qui appartient à R. Donc là, ce qui varie dans E, c'est phi. Okay, Z est fixé, et c'est le phi qui va changer pour donner tous les éléments de E, et donc ce sont des modules de nombres complexes. On veut montrer que E est borné, ensuite calculer sub de E et inf de E. Et donc là, on a l'ordre de difficulté des questions, hein. Montrer que E est borné, c'est assez facile. Calculer sub de E, c'est plus compliqué. Et calculer inf de E, là, on est sur une question qui va être compliquée. Moi, je vous dis ça parce que je connais la difficulté des différentes questions, hein. E borné, c'est facile. Sub de E, c'est moyen. Inf de E, c'est dur. Donc voilà, vous savez l'ordre de difficulté des questions. Bon, alors, montrer que E est borné, comme je vous dis, c'est assez facile. On commence par ça. Pour montrer que E est borné, faut se souvenir de la définition. Un ensemble borné, c'est un ensemble qui est majoré et minoré. Donc on a deux choses à faire, trouver un majorant et trouver un minorant. Donc on va commencer par prendre les éléments de E. Les éléments de E, ce sont ces éléments-là avec phi qui appartient à R. Et donc on veut majorer cet élément pour tout phi qui appartient à R. On veut le majorer indépendamment de phi, d'accord? Parce que les éléments de E, ils ne dépendent que de phi. Donc si on trouve un majorant qui dépend d'autre chose que phi, on a gagné. Donc là, je parle de majorer, on veut aussi le minorer. En réalité, minorer un module, c'est pas très compliqué. Il y a un minorant qui est assez évident. Un module, on sait que c'est toujours positif. Donc déjà, on peut dire que ce module-là, il va être minoré par 0. Donc c'est surtout la majoration qui va être intéressante. Et là, c'est très classique. Vous avez quelque chose comme ça, il faut penser à l'inégalité triangulaire. Vous avez un module de somme, d'accord? Le module de la somme, c'est plus petit que la somme des modules d'après l'inégalité triangulaire. Ça, c'est vraiment très classique, hein. Vous voulez trouver qu'un module est plus petit que quelque chose, c'est un module d'une somme en plus, donc c'est forcément l'inégalité triangulaire, il n'y a pas de doute là-dessus. Un des résultats les plus classiques des nombres complexes, et pas que des nombres complexes d'ailleurs. Et donc, là, il n'y a plus qu'à réécrire que valent les différents modules. Donc, le module de Z, c'est R, d'accord? Le module, c'est la partie qui est là. Donc, c'est R. Et puis là, le module de exponentielle IφI, bah, vous voyez, c'est exponentielle IfI, il est aussi sous forme exponentielle, hein. C'est juste qu'à la place d'avoir mis R, on n'a rien mis devant. Si on n'a rien mis devant, ça ne veut pas dire qu'on a mis 0, attention. Si on n'a rien mis devant, ça veut dire qu'on a mis 1. C'est-à-dire que le module, c'est 1. Ok? Donc, le module de ce truc-là, c'est 1. Donc, on a un module qui vaut R ici, un module qui vaut 1 là. Donc, ça fait R plus 1. On va utiliser beaucoup dans cet exercice que le module d'exponentielle IfI, c'est 1. Hein, ça, on va l'utiliser souvent dans l'exercice. En gros, je vous rappelle que voilà, c'est juste parce que quand on a juste exponentielle de IfI, eh ben, c'est comme si on avait mis un 1 devant là. Et donc, le 1 qui est devant, c'est le module. Ça, c'est une raison visuelle, hein, mais sinon, il suffit de le mettre sous forme algébrique avec cos phi plus sinus phi plus i sinus phi, et puis vous prenez le module avec la formule racine de a carré plus b carré. Vous obtenez racine de cos carré plus sinus carré, et racine de cos carré plus sinus carré, ça fait racine de 1, donc ça fait bien un module qui vaut 1
Voilà, bon, c'est juste pour vous le rappeler à l'oral. Bon, donc du coup, on avait dit c'est plus grand que 0, un module, et c'est plus petit que R plus 1, donc là on a gagné. On a un majorant qui est R plus 1. Ça marche ce majorant-là parce qu'il ne dépend pas de phi, d'accord? Il dépend de R, mais R c'est un paramètre qui est fixé au début de l'exercice, comme je vous ai dit. Donc on a le droit de prendre R dans le majorant, hein, c'est bien fixé avant que E soit défini. Si c'était un majorant qui dépendait de phi, là on aurait eu un problème. Mais il dépend pas de phi, donc on a gagné. Et il est minoré par 0. Voilà, donc E est borné. On a un majorant et un minorant. Donc voilà qui clôt la première partie. Alors maintenant, on va vouloir calculer la bande sup de E. La bande sup de E, c'est le plus petit des majorants de E. Hein. Comme d'habitude, vous voyez, pour borner, j'ai commencé par dire, ça veut dire quoi E, un ensemble borné. Voilà, pareil, la bande sup de E, avant de se mettre à la calculer, il faut déjà se rappeler ce que c'est la bande sup. La bande sup, c'est le plus petit des majorants. Comme E est borné, on sait que E est majoré, donc il admet un plus petit majorant. De la même manière, E est minoré, il admet un plus grand minorant. Donc la bande sup et la bande inf existent, et nous, maintenant, on veut les calculer. Ça va être l'objectif. Donc on cherche le plus petit des majorants. D'accord? Donc nous, ce qu'on sait déjà, c'est qu'on a trouvé un majorant qui est R plus 1. R plus 1, c'est un majorant, et là, il suffit de montrer maintenant que c'est le plus petit. Alors, il y a une méthode simple pour montrer que c'est le plus petit, et il faut vraiment, quand vous cherchez une bande sup, pensez à ça en premier, on vous donnera pas toujours l'indication. C'est d'essayer de prouver que c'est un maximum. Pour voir, hein, si ça marche pas, tant pis. Mais en fait, le cas le plus simple pour une bande sup, ce serait que la bande sup soit un max. Si c'est le maximum de E, alors on a gagné en fait. R plus 1, là, comme on sait que c'est un majorant, pour que ce soit le maximum de E, il suffirait de montrer que c'est un élément de E. Si c'est un élément de E, alors on a gagné, ce sera le plus grand élément, parce que c'est un élément de E qui majore tous les éléments de E. Un élément de E qui est un majorant de E, c'est un maximum, et donc c'est la bande sup, c'est le plus petit des majorants possibles. Donc ça, c'est l'étape la plus simple, la chose la plus simple à faire. Si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à montrer que c'est un maximum, alors dans un second temps, on va essayer de montrer que c'est le plus petit des majorants. On prend un majorant grand M, un majorant quelconque, et on essaye de montrer que ce majorant grand M, il sera plus grand que R plus 1. Si tous les majorants sont plus grands que R plus 1, ça veut bien dire que R plus 1, c'est le plus petit des majorants. Mais là, on n'aura pas besoin en réalité parce qu'on a un maximum. Donc on va déjà essayer de montrer que c'est un maximum, c'est-à-dire montrer que R plus 1 appartient à E. Alors, il y aurait deux manières de le faire. Comment on peut savoir que R plus 1, ça va être un maximum? Il y a deux manières de le voir. La première manière, c'est de revenir un peu en arrière là sur notre inégalité triangulaire. En gros, concrètement, pour que R plus 1 appartienne à E, il faut qu'il soit égal à ça. Okay, si R plus 1 c'est égal à un élément de E, d'accord, il faut trouver un phi pour que ça ce soit égal à R plus 1. En fait, il suffit du coup que ce soit égal ici, d'accord? Plutôt qu'on ait un inférieur ou égal, il faudrait vraiment que ce soit égal là, qu'on ait un égal, un signe égal à la place de cet inférieur ou égal. Donc en gros, on veut le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire. Et ça, on pourrait vraiment la résoudre comme ça, hein. Cette question, même sans aller plus loin, on pourrait se dire, on veut que ce soit égal dans l'inégalité triangulaire pour que ce soit un max, pour que le maximum soit atteint, en fait, pour que le majorant soit atteint, il faut qu'on ait une égalité ici. Quand est-ce qu'on va l'avoir, l'égalité? C'est toujours fait, c'est toujours au programme dans l'inégalité triangulaire, le cas d'égalité, c'est quand ils sont positivement liés. Donc en fait, il faudrait que exponentielle i-phi soit positivement lié avec z. En gros, que exponentielle i-phi soit égal à lambda fois z, quoi. Et bon, en gros, on trouverait la solution comme ça. Je vous laisse le faire. Moi, je vais pas le faire comme ça parce que je trouve qu'il y a une manière qui est un peu plus pratique, enfin, un peu plus élégante, je trouve personnellement, c'est de faire un dessin. En fait, c'est un peu dommage parce qu'on a perdu, parce que, c'est un peu dommage. Ce serait un peu dommage de faire cet exercice sans faire de dessin. Donc là, moi, ce que je vous suggère, c'est de faire un dessin. Donc, on va regarder ça sur GeoGebra. J'ai mis en place un petit truc sur GeoGebra pour vous montrer. Donc, moi, je le fais sur GeoGebra, mais évidemment, ça peut se faire à la main. C'est juste que c'est beaucoup plus pratique sur GeoGebra pour visualiser les choses. Donc, j'ai mis un point Z. Le point Z, il correspond à notre point Z qui va être fixé là. Donc, son module, il est observable comme ça, hein. Le vecteur d'affixe Z. Ok, ce vecteur-là, sa taille, c'est R, c'est le module de Z, d'accord? Par ailleurs, l'argument, c'est l'angle qui est ici,
Ok. Donc là, on a la taille ici qui vaut R et l'argument θ ici. Donc Z il est fixé, donc je vais essayer de pas trop le bouger. Je vais peut-être juste le bouger à la fin. Oups. Je vais peut-être juste le bouger à la fin pour vous montrer que ça change pas le raisonnement qu'on fait en fonction des Z qu'on prend. Mais là, pour le moment, je vais le laisser fixer parce que Z il est fixé normalement. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on mette exponentielle IFI. Exponentielle IFI, j'ai dit, c'est un nombre complexe de module 1. Donc s'il est de module 1, ça veut dire qu'il est sur le cercle unité. D'accord? Sur le cercle unité, on a tous les nombres complexes qui sont de module 1. Donc quand on met un point de ce cercle unité, là, concrètement, ce point, c'est un nombre complexe de module 1, et donc il s'écrit exponentielle IFI. D'accord? Et donc quand on change le point, on est juste en train de changer phi. Et donc si je vous mets le vecteur là, exponentielle IFI, concrètement, l'angle du vecteur, c'est l'argument phi. Ok? Donc voilà, on a notre exponentielle IFI, on a notre point Z, mais nous, ce qu'on fait, c'est le module de Z plus exponentielle IFI. Vous vous souvenez, quand on fait la somme des nombres complexes, concrètement, ça va représenter l'affixe de la somme des vecteurs. Donc là, hop, je vous remets le vecteur U ici, le vecteur U d'affixe exponentielle IFI, je le mets au bout de Z là, d'accord? Donc on a le vecteur d'affixe Z, le vecteur d'affixe exponentielle IFI, et ça va nous donner un point Z'. Je l'ai mis en rouge parce qu'il est important ce point. Il est important parce que c'est le point dont on est en train de calculer le module dans E. Dans E, là, en fait, on est en train de calculer la distance rouge. La distance rouge que j'ai mis là, ce sont les éléments de E. D'accord? On est en train de faire le module d'un nombre complexe dans E. Le nombre complexe, c'est quoi? C'est le nombre Z plus exponentielle IFI. Donc c'est ce nombre-là, je l'ai appelé Z' là dans le dessin. On est en train de faire son module. Donc son module, c'est la distance rouge qui est là. D'accord? Donc les éléments de E, c'est quoi? Ce sont toutes les distances rouges que je vais obtenir quand je vais faire varier phi. Donc je fais varier phi, regardez, boum, 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 boum. Toutes les distances rouges qui sont là, elles sont dans E. Ok? Toutes les distances rouges qui sont là, elles sont dans E. Je parle bien de distance, hein. Donc c'est un nombre qui est dans E. Le nombre qui est dans E, c'est la distance. Là, par exemple, je sais pas moi, supposons que la distance ce soit 5 ici, ça voudrait dire que 5 appartient à E. Si la distance ici c'est 3, la distance 3, elle appartient à E. Ok? Si la distance ici c'est 2, la distance 2 appartient à E. Voilà, donc toutes les distances rouges, elles appartiennent à E. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est le maximum qui est atteint et le minimum qui va être atteint aussi. Alors, on n'a qu'à regarder, on fait varier phi, hein, il n'y a que ça qu'on peut faire varier dans E. Quand est-ce qu'on atteint un maximum? Bah, regardez, hop, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et là, hop, on a atteint un maximum. Et là, hop, ça redescend, ça redescend, ça redescend, ça redescend, et là, regardez, hop là, on va atteindre un minimum. La distance rouge est minimale à ce point-là, la distance rouge est maximale à ce point-là. Ok? On peut vérifier que ce soit... Alors, on peut se demander quand est-ce que ça arrive, hein, pour la distance maximale pour le moment, parce que là, c'est la distance maximale qui nous intéresse. La distance maximale, elle est atteinte quand tout est aligné. Regardez, hop, quand tout est aligné du même côté que Z, d'accord, M est aligné avec Z, est aligné avec Z', à ce moment-là, on a la distance maximale. Ça veut dire que là, vous voyez, l'angle pour M, c'est le même que l'angle pour Z. L'argument de l'affixe de M, c'est le même que l'argument de l'affixe de Z. Et ça, c'est la considération importante, d'accord? On a phi qui vaut θ à ce moment-là, d'accord? L'argument de M, c'est phi, l'argument de Z, c'est θ, donc phi, c'est la même chose que θ, modulo de pi, hein, mais voilà. On peut vérifier que ça marche si on avait mis Z d'ailleurs, bah, supposons qu'on le mette, je sais pas moi, là, bon, à l'intérieur du cercle, hein, cherchons un truc bizarre. Bah regardez, hop, la distance maximale, elle va encore être atteinte quand j'ai le même argument que Z. Là, hop là, on est à la distance maximale, la distance rouge est maximale, puis là quand on passe de l'autre côté, hop, 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 là on va avoir la distance minimale, et hop, distance maximale. D'accord? Donc la distance maximale, elle est encore obtenue quand on a le même argument. Donc, visiblement, ça c'est visuel, quand on fait le dessin, on va avoir la distance maximale quand les points sont alignés, quand l'argument phi vaut la même chose que l'argument θ.
Donc on va tout de suite prendre ça en considération. Est-ce que c'est un max? Bah oui, en fait, on va voir que quand on pose phi égale θ, on va regarder ce qui se passe. Là maintenant, on va le prouver rigoureusement, d'accord? Quand on prend phi égale θ, bah comme θ il appartient à R, on a bien ce truc-là qui appartient à E, d'accord? On a juste remplacé phi par θ, donc on peut très bien mettre θ là-dedans et ça nous donne un élément de E, hein. C'est autorisé. C'est un cas particulier d'un élément de E. Ok, c'est un élément particulier de E, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc on a juste à calculer qu'est-ce que ça vaut ce truc-là. Donc on remplace z par sa valeur, z c'est r exponentielle iθ, et on voit qu'on peut donc factoriser par exponentielle iθ, ça fait r plus 1 fois exponentielle iθ. Et là, le module, on sait que c'est compatible avec le produit, d'accord? Donc ça fait le produit des modules, mais comme ce truc-là c'est positif, le module de R plus 1, c'est en fait la valeur absolue de R plus 1 parce que c'est un nombre réel, et R plus 1 étant positif, ça fait R plus 1, d'accord? Pourquoi c'est positif? Bah parce que R, c'est déjà un nombre réel positif, vu que c'est un module, et donc R plus 1, c'est positif aussi. Et là, comme tout à l'heure, on a le module de exponentielle iθ, donc ça, comme on avait dit tout à l'heure, ce module, ça vaut 1, et donc tout ça, ça fait R plus 1. Donc, on est content, R plus 1, ça appartient à E, d'accord? Ce nombre-là, il appartient à E, mais ce nombre, on vient de montrer que c'est R plus 1, donc R plus 1 appartient à E. Récapitulons, R plus 1 est un majorant, R plus 1 appartient à E, donc R plus 1 c'est un élément de E qui est aussi un majorant de E, autrement dit c'est le plus grand élément de E. Hein. Il ne peut pas y en avoir de plus grand, parce que si c'est un majorant, c'est-à-dire qu'il est plus grand que tous les éléments de E, et il appartient à E. Donc c'est le plus grand élément de E, autrement dit c'est le maximum de E. Comme c'est le maximum de E, c'est le plus grand majorant, c'est le plus petit majorant de E, d'accord? Le maximum de E, c'est tout de suite le plus petit majorant de E, c'est-à-dire c'est la bande sub de E. On a gagné, on a trouvé la bande sub de E. C'est fini pour la question 2. Ok, donc voilà pour la deuxième partie où on voulait calculer la bande sub de E. Il nous reste à calculer la bande inf de E, qui est cette fois le plus grand des minorants. Et on va s'inspirer de la même méthode, hein. Alors, on avait commencé par dire on a trouvé un majorant, donc là, pareil, on avait trouvé un minorant, on avait trouvé que 0 c'était un minorant. Est-ce qu'on pourra montrer que 0 c'est le minimum de E? Alors là, ça va pas aussi bien marcher, malheureusement. Si on regarde notre dessin là, on peut voir que en fait, la distance minimale, là, la distance rouge, est-ce qu'elle va passer par 0? Eh ben non, regardez, là, la distance rouge, elle est tout le temps, strictement supérieure à 0. Hein. Là, elle passe jamais par 0. Et si je mets Z là, à cet endroit-là, vous voyez, la distance rouge, là, pareil, elle sera jamais nulle. Bon, c'est un peu plus difficile à voir ici, mais regardez, hop, la distance rouge ne s'annule jamais. En fait, c'est que dans des cas très particuliers que la distance rouge va s'annuler. C'est vraiment si je mets Z sur le cercle, là, on va avoir la distance rouge qui s'annule ici, voilà. Là, elle s'annule. Mais c'est vraiment un cas très particulier. En général, 0 ne risque pas d'être un minimum. Donc le minimum, c'est autre chose. C'est autre chose et il va falloir qu'on essaye de le deviner. Là, ça devient difficile de deviner c'est quoi le minimum si on n'a pas fait le dessin. C'est pour ça que je voulais faire le dessin pour la borne sup, parce qu'en fait, ça nous aide pour la borne inf aussi. Et donc là, on avait vu que le maximum, on l'obtient quand on met m ici. Regardez, le minimum, on va l'obtenir quand on met m à l'opposé. À l'opposé, hop, tout est aligné, mais là, on a la distance minimale. On a la distance minimale et ça marche partout, hein. Par exemple, si je mets z ici, là pareil, c'est un peu plus difficile à voir, mais regardez, c'est là que la distance va être minimale, parce qu'après, hop, ici, la distance redevient maximale, et quand on va de l'autre côté, la distance rouge devient minimale à ce moment-là. Tac. Donc, la distance, elle est minimale quand, finalement? On va remettre bien le z. On a dit quand m est opposé à z. Donc là, l'argument, on avait dit phi, c'était θ. Mais là, regardez, si on met à l'opposé, boum, c'est quoi l'argument de m? Là, on a θ, et nous, ce qu'on veut, c'est θ plus cet angle-là. θ plus tout ça. θ plus un demi-cercle, en gros. On veut faire un angle qui fait le demi-cercle. Bon, bah, le cercle complet, vous vous souvenez que c'est 2π, donc là, on peut faire θ plus pi. Une fois qu'on a θ plus pi, on a l'angle qui va nous donner le minimum. Donc, on va regarder ça. Alors,
euh, 0 n'appartient pas à E, donc on va essayer de trouver le minimum de E qui n'est pas 0. Donc pour phi qui vaudrait θ plus pi, hein, on a dit c'est cet angle-là qui va nous donner le minimum, on va regarder quel est l'élément de E qui correspond. À ce moment-là, l'élément de E, ça va être, on va remplacer phi par θ plus pi, et puis z, on le remplace toujours par sa valeur, z c'est r exponentielle iθ, et là, la propriété de l'exponentielle complexe, c'est que la somme se transforme en produit, d'accord? Exponentielle iθ plus pi, ça devient exponentielle iθ fois exponentielle ipi, qu'on peut donc factoriser par exponentielle iθ, comme tout à l'heure, et exponentielle ipi, on sait que ça vaut moins 1. Hein, ça, je vous rappelle, je vais le mettre sur le cercle, là, le point qui est ici, touc, tac, c'est moins 1, ok? C'est le point qui est de module 1 sur le cercle, et qui a un angle qui vaut pi. Donc ce point-là, c'est le point moins 1. Donc exponentielle ipi vaut moins 1, donc je l'ai fait apparaître ici, moins, et donc on peut factoriser par exponentielle iθ, on factorise par exponentielle iθ, ça nous fait le module de r-1 exponentielle iθ, qu'on va encore séparer en produit des modules, d'accord? Ça nous fait la valeur absolue de r-1, valeur absolue, là je parle de valeur absolue parce que c'est un nombre réel qu'il y a dedans, fois le module de l'exponentielle iθ. Alors là, attention, on ne peut pas retirer la valeur absolue, on ne peut pas faire comme tout à l'heure, parce qu'on ne sait pas si r-1 est positif. Tout à l'heure, on savait que r plus 1 était positif, mais r-1 en valeur absolue, ça on ne sait pas. R pourrait très bien être plus petit que 1. Si R est plus petit que 1, il faut que ça reste positif, hein. On est en train de calculer un module là, on est en train de calculer une distance, donc on doit garder la valeur absolue, et ça on a dit tout à l'heure que ça valait 1, donc il nous reste la valeur absolue de r-1. A priori, il semble que ce soit ça le minimum. Donc cette valeur absolue là, peut-être on peut regarder un petit peu pour la commenter. En fait, ça veut dire que quand le module de z, quand le module de z va être plus grand que 1, concrètement la distance rouge, alors je vais mettre z un peu plus loin, la distance rouge, le minimum ça va être r c'est la distance de z, moins 1 c'est la distance qui est là, d'accord? Donc on a r, c'est la distance jusqu'à z, 1, c'est la distance entre les deux, là, en fait, c'est cette distance-là c'est 1, on la retrouve ici, et donc ça fait bien r-1. Quand r est plus grand que 1, c'est bien r-1, c'est bien une distance positive. Mais quand r est plus petit que 1, on va regarder ce qui se passe un petit peu. Alors je vais zoomer un peu pour mettre z dans le cercle. Voilà. Donc quand le module de z est plus petit que 1, regardez, on va se mettre sur le minimum là, la distance minimale, whoop, hop, hop, elle arrive là, donc la distance minimale c'est celle-là. C'est celle-là, et donc cette fois elle ne vaut pas r-1, parce que r c'est ça, si on lui retirait 1, on serait sur du négatif. Donc en fait c'est l'inverse, c'est 1 moins r. En fait c'est cette distance-là, c'est-à-dire la distance là c'est 1, ok, la distance là c'est r, et donc la distance minimale ici, c'est 1 moins r, c'est-à-dire c'est la même chose que cette distance-là. Voilà, c'est la distance là, c'est la même chose que la distance là, c'est la distance 1 moins r. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette valeur absolue, en fait, ça permet de distinguer le cas où z est à l'intérieur du cercle, du cas où z est à l'extérieur du cercle. Voilà, ici là ça se ferait r-1 la distance. Bon, pour expliquer un peu ce qui se passe dans cet exercice. Donc, là, on a trouvé que r-1 appartient à E. Maintenant, il faut justifier que c'est bien un minorant. On raisonne un peu à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Là, on voulait trouver... là, on n'avait même pas de minorant, on ne savait pas quel était le minorant qui allait marcher. Donc maintenant, on sait c'est lequel. Normalement, c'est censé être r-1 en valeur absolue. Et il faut montrer maintenant que c'est un minorant. Parce que là, nous, tout ce qu'on a, c'est qu'il appartient à E. On n'a pas encore montré que c'était le plus petit élément. On a juste montré que c'était un élément. Donc, on veut dire que cette valeur absolue, là, est forcément plus grande. Est forcément plus grande que la valeur absolue de r-1. Alors, comment on va faire ça? Là, c'est pas non plus facile à trouver comment il faut faire, surtout si vous êtes en début de première année. En fait, pour majorer la valeur absolue, on a utilisé une inégalité triangulaire. Voilà, on a utilisé l'inégalité triangulaire, c'est très classique pour majorer. Mais en fait, il y en a aussi une pour minorer. Il existe une inégalité triangulaire qui permet de minorer
une valeur absolue ou un module. Donc c'est ça qu'on va utiliser en fait. Donc en fait les inégalités triangulaires, il y en a deux. Il y en a deux, souvent on les voit ensemble. La plus classique c'est celle-là, voilà, qu'on a déjà utilisée. Le module de Z1 plus Z2 c'est plus petit que le module de Z1 plus le module de Z2. Mais il y a une deuxième version qui est équivalente à celle-là. Qui est juste moins classique. En fait, moi je me souviens quand je l'ai vu la première fois, quand j'étais en prépa, je me suis dit oh là là, pourquoi on nous embête avec des trucs comme ça, celle-là est quand même beaucoup plus simple. Donc la deuxième version c'est celle-là, souvent on les voit l'une après l'autre. C'est de dire que la valeur absolue du module de Z1 moins le module de Z2 est plus petit que le module de Z1 moins Z2. En gros, la première inégalité triangulaire majore le module de la somme, la deuxième minore le module de la différence. Voilà, et je vous fais remarquer que j'ai employé le terme valeur absolue ici, parce que c'est bien un nombre réel. Ici, le module de Z1 et le module de Z2, ce sont des nombres réels. Donc tout ça, c'est un nombre réel. Donc quand on fait... donc là, on fait une valeur absolue en fait d'un nombre réel. Voilà. Ok, donc là, c'est celle-là qui va nous être utile, parce que cette inégalité triangulaire-là nous permet de minorer un module. Ok ? Alors nous, on va du coup utiliser ça pour tout phi appartenant à R. On prend un élément de E, donc le module de Z plus exponentielle i phi, et nous on veut utiliser celui-là. Mais pour utiliser celui-là, il nous faut une différence. Or nous, on a une somme là. Donc pour transformer une somme en différence, il faut tricher un peu. Bon, c'est pas de la triche, hein, c'est juste une réécriture. Il faut réécrire tout ça. Il faut dire que le plus, en fait, c'est moins. Un moins. Moins par moins, ça fait plus. Donc en fait, Z plus exponentielle i phi, c'est Z moins exponentielle i phi. Et là, on retrouve que le Z1 c'est Z en fait, et que le Z2 c'est moins exponentielle i phi, donc il n'y a qu'à remplacer. Ça c'est du coup supérieur ou égal à la valeur absolue du module de Z moins le module de moins exponentielle i phi. Alors, le moins dans le module, il va tout de suite s'en aller, hein. Ça c'est la même chose que le module de exponentielle i phi, c'est exactement comme une valeur absolue, hein. Le moins n'a pas d'importance. Et donc, finalement, le module de ça, c'est 1, et le module de z, depuis le début, on dit que c'est r. Donc voilà, ça nous dit que le module de z plus exponentielle i phi, c'est bien supérieur ou égal à la valeur absolue de r-1. Donc là, on a gagné, hein. R-1 en valeur absolue, ça minore E. Donc, R-1, c'est bien le minimum de E. C'est bien la borne inf de E. Voilà, donc en fait, cette inégalité triangulaire-là, la première fois qu'on la voit, on l'utilise pas tout de suite. En plus, souvent, c'est assez rare les exercices qui utilisent celle-là directement, assez tôt dans l'année. Donc là, c'est un des exercices qui permet de l'avoir assez tôt dans l'année. Mais si vous êtes en première année, vous inquiétez pas, vous allez l'avoir assez souvent en réalité. Elle est assez utile, notamment pour montrer la continuité de la valeur absolue, par exemple, ou des choses comme ça. Il y a plein d'utilisations de cette inégalité-là. Quand vous avancerez dans l'année, normalement, vous l'aurez vu plus d'une fois, celle-là. Et par ailleurs, on dit que ces deux inégalités-là sont des inégalités triangulaires parce qu'elles sont équivalentes, hein. Souvent, on prouve celle-là d'abord. La première, on la prouve en premier pour montrer celle-là ensuite. Mais en fait, si on avait prouvé celle-là en premier, on pourrait en déduire celle-là. Elles sont vraiment équivalentes. C'est pour ça qu'on les appelle les inégalités triangulaires. Voilà. On a fini l'exercice, donc j'aime bien cet exercice parce que ça permet de trouver une utilité à cette inégalité-là en début d'année, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis voilà, ça permet de mettre ensemble les nombres complexes, les bandes sup et les bandes inf. Moi j'aime bien faire ces mélanges-là d'exercices. Ça permet de revoir des notions vues précédemment, ça permet justement, c'est ce qui se passe au concours en fait, de mettre ensemble des chapitres différents. Donc c'est pour ça que j'aime bien cet exercice, c'est moi qui l'ai fait. Bon après je pense que c'est un grand classique, ça m'étonnerait pas que d'autres personnes l'aient fait parce qu'il est... Voilà, c'est tout pour cet exercice. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je vais continuer à en faire d'autres sur la chaîne. Et voilà, donc laissez un commentaire si vous avez trouvé des petites erreurs, des fois il y en a dans ce que je fais, il n'y a pas de souci là-dessus, mettez un commentaire, ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser la question et je vous répondrai en commentaire. Allez, à la prochaine.